Agence MAF. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h41, c'est le petit déjeuner politique de Jean-Christophe Lagarde, qui est président de l'UDI et député des Seine-Saint-Denis et candidat aux européennes. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Les insultes contre Alain Finkielkraut ce week-end, le philosophe parle d'un nouvel antisémitisme. Êtes-vous d'accord et qu'est-ce que vous comprenez, vous, par ce nouvel antisémitisme ? Je ne sais pas s'il est très nouveau. D'abord, l'antisémitisme est toujours le signe de la maladie d'une société, mais c'est très ancien, ça fait des siècles que ça dure, et ça a connu son paroxysme au moment de la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah. Et ce qu'ils disent être un nouvel antisémitisme, finalement, c'est que la prolongation de ce qu'on connaissait. Quand une société est malade, on cherche un bouc émissaire. Ce qui est nouveau, c'est quoi ? C'est que cet antisémitisme, pour se donner peut-être un semblant de plus grande respectabilité, assimile un juif à un supporter d'Israël et au problème israélo-palestinien. Alors, il se donne, entre guillemets, bonne conscience. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit acceptable, ça ne veut pas dire pour autant que ça soit supportable par la République, parce que des injures racistes, des injures antisémitistes, ou simplement la haine de l'autre, est profondément anti-républicaine. C'est d'ailleurs ce que nous voulons rappeler par une manifestation organisée par l'ensemble des partis politiques démocrates mardi prochain, demain, à 19h sur la place de la République, pour dire nous ne pouvons pas accepter la banalisation. Vous y serez demain ? Bien évidemment, nous avons appelé à cette manifestation. Nous ne pouvons pas accepter la banalisation des croix gammées sur le beau visage de Simone Veil, les injures qui sont portées à l'encontre de tel ou tel, ou ce qu'on a entendu. Et ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble des Gilets jaunes, de gens qui, à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, profitent pour lâcher leur haine. On sait qu'il y a des mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite qui viennent dans ces mouvements, on le voit aussi par les violences, se défouler et qui ont complètement détourné la préoccupation économique et sociale qui était celle des Gilets jaunes du 17 novembre. Oui, c'est ça. Par ce nouvel antisémitisme, Alain Finkielkraut cite, sans le dire précisément, donc l'existence d'un islamo-gauchisme qui monte quand même beaucoup en France. Vous-même, vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Vous le connaissez, en fait, depuis. Vous voyez, non, cette je montée ne sais pas. depuis... Je ne sais pas ce que veut dire l'islamo-gauchisme. Ce que je sais non, mais quand même, le suspect de l'agression là, de ce week-end, il a évolué dans la mouvance islamiste radicale. C'est une possibilité, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce que dit l'enquête pour l'instant, puisqu'il a été repéré. Je n'en sais rien, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une pensée politique portée par qui, par quoi ? Je sais ce qu'est... Ça n'existe pas pour vous, ça ? Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je dis que je sais ce qu'est l'antisémitisme. Et je sais que tous les républicains, tous les démocrates doivent s'insurger contre le fait que on agresse une partie de notre société. Aujourd'hui les juifs, demain les musulmans, hier on l'a vu avec le saccage d'églises catholiques, les catholiques, ou simplement ceux qui refusent d'adopter une religion, qui ne croient pas en Dieu, ou ceux qui ne sont pas de la même opinion politique, parce qu'on a vu aussi dans d'autres mouvements, ou dans d'autres actes des Gilets jaunes comme on dit, on a vu aussi des gens se faire agresser en fonction de ce qu'ils disaient, de ce qu'ils pensaient. En réalité, tout cela, que vous l'appeliez islamo-gauchisme ou d'extrême droite pour d'autres, ce sont des gens qui veulent imposer leurs idées par la force. Et à cela, nous devons être tous ensemble suffisamment forts pour résister. D'où l'appel demain donc à cette mobilisation. Alors Marine Le Pen n'y sera pas. Visiblement, tout le monde est invité et elle dit qu'elle n'a pas reçu d'invitation. Oui, mais enfin, je ne suis pas persuadé que Madame Le Pen puisse soit la mieux placée pour brandir le drapeau de la République, des valeurs démocratiques. Elle passe son temps depuis les débuts de sa carrière politique, à essayer de montrer des boucs émissaires. Elle aussi, ce ne sont pas les mêmes. Elle parle rarement des Juifs, son père en a peut-être trop parlé. Elle parle des musulmans, elle parle des Arabes, elle parle des étrangers. Bref, elle trouve toujours un coupable à nos mots. Or, les difficultés de la France, ils ne tiennent pas ni dans les Juifs, ni dans les étrangers, ni dans les Arabes, ni dans les musulmans, ni dans je ne sais quelle catégorie de la population, mais dans les choix que nous n'avons pas faits pour réduire le chômage, pour améliorer la sécurité, pour redresser notre école. Ces choix-là, c'est pas lié, ou c'est pas dû, si j'ose dire, à une petite partie des Français, à une petite minorité de Français. C'est nous, l'ensemble des Français, qui n'avons pas fait les choix courageux pour redresser l'éducation, pour améliorer la sécurité, etc. Jean-Christophe Lagarde, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la responsabilité du gouvernement et donc du président de la République aussi, Emmanuel Macron, dans ce climat de haine qui se développe de week-end en week-end et de mois en mois ? La responsabilité, c'est qui est celle du président de la République, c'est d'avoir souvent donné le sentiment de mépris vis-à-vis des Français. Toutes ces petites phrases sur traverser la rue, les gens qui ne sont rien, etc., ont alimenté sans doute légitimement le sentiment des Français que leur président n'avait pas de considération pour eux, voire même les méprisait. Et quand la crise sociale est arrivée, le président de la République a, au départ,
considéré ça avec distance. Pendant 3 semaines, on n'a pas entendu le chef de l'État. Je pense que s'il était intervenu dès le début, pour dire qu'il fallait effectivement il aurait calmé. entendre... Oui. Je pense en tout cas que les gens qui s'étaient mobilisés se seraient sentis considérés et donc pouvaient penser qu'on allait entendre ce qu'ils avaient à dire. Bon, depuis, il a ouvert ce qu'on appelle le grand débat national, qui honnêtement fonctionne à peu près correctement partout. Je ne parle pas des shows télévisés du président de la République qui servent à sa campagne électorale, mais je parle des manifestations qui ont lieu, je crois qu'il y en a plusieurs milliers en France, où les Français apprécient de pouvoir donner leur avis. Mais ce qui compte maintenant, c'est qu'est-ce que le président de la République va entendre de leur vie et de leur avis. Oui. Il faudra qu'il annonce des mesures spectaculaires ou fortes assez vite pour ne pas laisser traîner les choses. Et évidemment, le problème économique et social qui est posé par le mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas les gens qui disent comprendre les revendications initiales qui étaient portées, il pose 2 problèmes. Le problème, c'est celui de l'inégalité sociale, mais je vais le traduire différemment. Quand on travaille ou quand on a travaillé, est-ce qu'on arrive à s'en sortir ? Eh bien, il y a une forte partie de la population, peut-être une majorité de la population, qui même si elle travaille, même si elle a travaillé, ne parvient pas à s'en sortir. Ça veut dire que notre système économique et social joue contre eux. Et évidemment qu'une société ne peut pas fonctionner comme ça. Et la deuxième chose que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les inégalités territoriales. Quand vous vivez au cœur d'une métropole, que vous avez tous les services publics, que vous avez... tous les moyens en réalité autour de vous pour réussir. Et quand vous vivez loin de ces métropoles, vous n'êtes pas à égalité. Et finalement, les plus riches vivent au cœur des métropoles, les autres en banlieue, en zone rurale ou périurbaine. Et ce sont ces Français-là qui souffrent le plus. C'est-à-dire qu'on aggrave la fracture sociale par la fracture territoriale, parce que plus vous êtes loin, parce que vous n'avez pas les moyens de vivre dans les cœurs de ville, plus vous êtes loin des services publics, moins vous avez de chances d'obtenir l'égalité. Oui, d'un mot, vous avez dit Emmanuel Macron se sert de ce grand débat comme des meetings de campagne. Vous allez aussi saisir le CSA comme Laurent Wauquiez ou pas ? Oui, on saisira le CSA, mais ce que je veux dire, c'est que c'est au CSA de faire son boulot. Si le président de la République a je ne sais plus combien de dizaines d'heures maintenant de direct pour lui seul, exposant sa politique, ses ambitions, soutenant ses candidats, se redressant dans l'opinion, et tant mieux d'ailleurs pour lui, il faut bien que l'opposition puisse avoir les mêmes droits, que les listes concurrentes aux élections européennes puissent avoir les mêmes droits, parce que le drame, c'est qu'avec tout ça, on a une élection dans moins de 100 jours maintenant. On n'a pas commencé à en parler. On n'a pas le droit d'en parler. On va en parler dans un instant. Alors d'abord, est-ce qu'il faut interdire de manifester le samedi comme le propose Éric Ciotti, lui, carrément ? Non, moi je ne pense pas qu'on doive porter atteinte aux manifestations, mais je m'adresse à tous les Français normaux qui sont encore dans ces manifestations. Il n'y a pas 40 000 fêlés dans notre pays. Il y a quelques milliers de gens d'extrême gauche, d'extrême droite qui veulent tout casser, de gens qui profitent, entre guillemets, de la situation pour mettre le bazar. Les autres, ils doivent bien se rendre compte d'une chose, c'est que ces manifestations ne riment plus à rien, n'amèneront rien. Autant on a vu que les premières manifestations ont amené le président de la République à 10 milliards d'euros de dépenses sociales en direction des plus fragiles de notre société. Autant il y a d'autres choses à faire, mais c'est maintenant autour de la table, autour du grand débat, qu'il faut qu'on ait cette discussion. Certainement pas en cassant des vitrines. Oui, d'ailleurs, pour revenir d'un mot à ce climat de haine qui s'est développé, est-ce que vous n'avez pas, vous, encore une fois, élu de Seine-Saint-Denis, la crainte que, par exemple, on importe le conflit israélo-palestinien qui avait un petit peu disparu des radars, de nouveau dans cette crise des Gilets jaunes et plus globalement les banlieues ? Alors, plus globalement les banlieues, je ne sais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que on importe depuis longtemps dans la vie politique française le conflit israélo-palestinien, et ça a souvent été utilisé par des partis de gauche qui, pour expliquer à des jeunes de banlieue qu'eux, ils étaient les gentils et qu'il y avait des méchants ailleurs, expliquaient qu'eux, ils étaient anti-israéliens et qu'ils étaient pro-palestiniens. Et moi, je préfère la position de la France, que tous les présidents de la République jusqu'à présent ont respecté. C'est le droit à 2 États vivant en sécurité l'un avec l'autre, mais ça ne dépendra pas de vous, pas de moi, pas du président de la République française, et encore moins du fait qu'on monte en France des Arabes, qui ne sont pas nécessairement des Palestiniens accessoirement, ou pas proches culturellement des Palestiniens, des Arabes contre les Juifs. Parce que le Juif d'ici et l'Arabe d'ici, ils y sont pour rien sur ce qui se passe là-bas. Jean-Christophe Lagarde, la préparation des Européennes, vous maintenez votre liste de l'UDI ou vous allez faire alliance ? Écoutez, je suis candidat à une élection.
l'impression que vous allez me poser la question à chaque fois que je passe. Bon, voilà. Donc, j'ai peut-être l'air comme ça, un peu bizarre, un peu idiot, mais quand je décide d'être candidat à une élection, c'est pour être candidat, c'est pas pour faire semblant. Voilà. Ouais, vous y allez. Il y a certaines personnes qui sont un peu orphelins, d'Alain Juppé notamment. Vous pouvez les récupérer chez vous, à l'UDI. Vous avez les bras ouverts, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'entre une gauche éparpillée et une droite déboussolée, il y a un espace pour les centristes, non ? Ou alors il est déjà occupé. Écoutez, moi je ne cherche pas à récupérer qui que ce soit, je cherche à livrer un combat. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une prochaine élection européenne dans 5 ans. L'Europe telle qu'elle est en train de dysfonctionner peut mourir, contrairement à ce que tout le monde pense. Tout ça pourquoi ? Parce qu'elle ne remplit pas les missions essentielles qu'on devrait lui donner et elle s'occupe en permanence de choses accessoires. Pendant que M. Juncker, le président de la Commission européenne, est en train de s'occuper de l'endetté, comme si on avait besoin de l'Europe pour s'occuper de l'endetté. D'ailleurs, au passage, on voit qu'il y a des Français consultés. Moi, j'ai jamais rien reçu. Oui, puis en plus, pardonnez-moi, on n'a pas besoin de l'Europe pour s'occuper de ça. Elle ferait mieux de s'occuper de M. Trump et de nous défendre contre les pressions et les guerres commerciales qu'il nous livre. Elle ferait mieux de s'occuper des Chinois lorsqu'ils peuvent tout acheter en Europe, mais qu'on ne peut pas acheter des sociétés chinoises à plus de 49%. Elle ferait mieux de s'occuper de protéger nos frontières. Et ce n'est pas de la faute de l'Europe. Si elle ne le fait pas, c'est que les nationalistes, y compris ceux qui veulent détruire l'Europe, refusent qu'elle s'en occupe. Quand on veut arrêter l'immigration, le mieux, c'est d'avoir une police de l'air et des frontières et des gardes-côtes européens. Elle ferait mieux de s'occuper d'avoir une grande stratégie énergétique parce que nous sommes un continent très dépendant et très polluant, alors qu'on pourrait avoir une vraie transition énergétique et que c'est au niveau européen que ça se traite, c'est pas au seul niveau français. Voilà. Moi, je veux qu'on recentre l'Europe sur des sujets stratégiques essentiels où nos pays n'ont pas la taille pour faire seuls. Ouais. Et que pour le reste, elle nous lâche la grappe. Ouais. Qu'elle ne soit pas là pour calibrer la taille des bulbes de tulipes, pour s'occuper de l'heure d'été, pour s'occuper de la rascasse. Parce que l'Europe, vous l'avez dit, est en danger de mort, Jean-Christophe Bien Lagarde. Évidemment qu'elle est en danger de mort. Vous avez des ennemis de l'extérieur. Je pense à Trump, je pense à M. Ping, le président chinois, je pense à Poutine, qui ouvertement maintenant disent qu'ils veulent sa destruction. Pourquoi ils veulent sa destruction ? Parce que diviser nos 27 pays sont plus faciles à dépecer pour eux, pour que leurs intérêts prévalent sur les nôtres. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi les ennemis de l'intérieur. Je pense à M. Orban, à M. Salvini, leurs complices en France, Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, tous ces gens qui expliquent que ça irait mieux si on sortait de l'Europe. Eh bien, c'est un mensonge. Il n'y a pas de baguette. C'est-à-dire que ça ne va pas très bien non plus, quoi. Et alors ? Il n'y a pas un seul problème français que nous réglerons sans l'Europe, même si l'Europe ne réglera pas tous les problèmes français. La baguette magique qu'on nous vend depuis des années comme étant le moyen de régler tous les problèmes français, c'est la sortie de l'Europe. Mais pardon de vous dire, si on a des problèmes de chômage en France, c'est pas l'Europe. Il y a des pays européens qui, avec les mêmes règles que nous, sont au plein emploi. Si on a des problèmes de sécurité, c'est pas l'Europe. Il se trouve que l'Europe n'a strictement aucun pouvoir en matière de sécurité. Si notre éducation se dégrade, si on a des problèmes de logement, ce sont des choix franco-français. Pardon, je veux terminer là-dessus. Ce sont des choix franco-français. En revanche, si nous ne défendons pas vis-à-vis de l'extérieur grâce à l'Union européenne, c'est parce qu'on refuse de lui donner le pouvoir là où elle est seule. Vous savez, vous avez un exemple en ce moment. Ça s'appelle le Brexit. Regardez le peuple britannique. C'est le même pays que nous. C'est le même pays que nous, la même taille de population, la même puissance économique, la même puissance militaire, la même puissance diplomatique. Ils ont décidé de sortir parce qu'on leur a dit que ça allait tout changer et tout améliorer pour eux, sous les applaudissements de Mme Le Pen et de M. Mélenchon. Aujourd'hui, le peuple britannique, il est seul face au monde, faible face à l'Europe. Mais qu'est-ce que vous croyez que les 67 millions de Britanniques vont peser contre le 1,5 milliard de Chinois ? Je préfère être à 450 millions pour négocier, à condition qu'on donne à l'Europe le pouvoir de négocier. Et deuxième chose, qu'elle cesse d'adorer, et c'est ce que je reproche d'ailleurs à M. Macron, d'adorer un culte d'ultralibéralisme pour lequel elle n'est pas faite. Moi, je veux une Europe qui permette la concurrence loyale à l'intérieur comme à l'extérieur. Bon, Jean-Christophe Lagarde, vous avez des arguments pour cette élection européenne. On verra s'il y aura des républicains qui vont vous rejoindre. Il y en a quelques-uns qui frappent à la porte ou pas ? D'abord, il y en a non pas qui frappent à la porte, mais qui s'intéressent. Et je vais vous dire pourquoi. Bussereau, par exemple ? Dominique Bussereau, par exemple, s'intéresse à ce que nous faisons, mais pas que, et vous les verrez se manifester les uns après les autres. Mais ils vont quitter Bellamy, je veux juste dire une chose, mais bien évidemment. Enfin, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c'est pas Bellamy. La tradition des Républicains ou de la droite européenne en France, c'était plutôt Chirac, Sarkozy, Alain Juppé, certainement pas l'extrême droite de la droite. C'est-à-dire que
M. Bellamine est en accord avec eux, ni sur les valeurs de société, avec cette curiosité d'ailleurs de dire je suis contre l'avortement mais je défendrai pas mes idées. Si c'est pas pour défendre tes idées, pourquoi tu te présentes à une élection? Et puis, deuxième particularité, d'avoir quand même expliqué que c'est l'Europe qui nous empêchait d'être français. Et quand je regarde dans quel état sont les Britanniques, je me dis que l'Europe est un instrument de puissance pour la France si on sait l'utiliser, et certainement pas qu'elle nous empêche d'être français. Allez, rapidement, voilà, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, justement, vous l'avez dit, on est à 100 jours des européennes. En pleine crise des Gilets jaunes, est-ce que les politiques sont encore audibles? Sur les européennes, malheureusement, en général, on ne nous laisse pas en parler. Ouais. Ce que je trouve dommage, et puis si je peux me permettre, je ne suis pas persuadé qu'on doive donner la parole à n'importe quel gilet jaune matin, midi et soir, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'organisation et qu'il n'y a pas de représentativité. Chacun de ceux Ça dilue votre discours, c'est ça? Non, ça nous empêche de parler, puisque c'est eux qui ont les antennes. Oui. Mais tant mieux s'ils parlent. Simplement, il faudrait qu'ils aient une hiérarchie, qu'il y ait quelqu'un qui soit reconnu. À chaque fois qu'il y en a un qui dit je vais être le chef, les autres disent t'as pas le droit d'être le chef. Alors, moi, je suggère qu'ils s'organisent et puis qu'on rétablisse un peu l'égalité de temps de parole, parce qu'on parlait de Macron tout à l'heure, mais très franchement, entre les responsables politiques qui quand même ont le défaut d'avoir été élus, c'est-à-dire choisis par leurs concitoyens, et ceux qui se sont autoproclamés représentants du peuple sur un rond-point, il y a une grande différence. La différence, c'est parfois la responsabilité, c'est surtout pour le compte la représentativité. Merci beaucoup. Vous avez un invité surprise. Bonjour, Jean-Christophe, c'est François Bayrou, le lanceur d'alerte. Récemment, tu as déclaré, en supprimant les institutions, on économise 1,60 € par mois et par Français, ça leur paie un café, mais on n'a plus de démocratie. Eh bien, c'est inexact, car nous, au Modem, l'expresso de la machine à café est à 50 centimes d'euros. Ah ouais. Du coup, avec la monnaie, tu peux te payer un Mars aussi périmé que Marielle de Sarnez. Alors, voici ma question. Comme actuellement, tu gagnes moins qu'un Français moyen, accepterais-tu, si jamais ça tourne court aux européennes, de venir faire le ménage au Modem pour 10 balles de l'heure? Je pense que c'est pas à moi de faire le ménage au Modem, mais que c'est à François Bayrou de le faire. D'accord, Merci. mieux servi que par soi-même. Oui, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, candidat aux européennes, donc était l'invité de Sud Radio ce matin. Et Dany Moreau qu'on retrouve bien sûr à 8h20 sur Sud Radio, 7h57. Bon réveil.